L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère qu'aujourd'hui vous allez super bien. Que vous soyez en vacances, en train de rentrer de la plage ou en train de charbonner au taf, soyez prêts, parce qu'aujourd'hui, je vous propose du très lourd. Et ouais, on attaque les places 25 à 11 de mon top 100 NBA All-Time version 2025. Et là on franchit une nouvelle dimension, on parle plus seulement de légendes mais d'icônes, de figures historiques, de visages qui ont redéfini la NBA à eux seuls. On parle de mecs qui ont empilé les titres, les trophées, les records et qui ont laissé une trace indélébile sur plusieurs générations. C'est ici que les débats deviennent plus passionnés, que les comparaisons deviennent limite impossibles et où chaque position peut faire grincer des dents. Mais vous me connaissez, ce classement ce n'est pas juste une question de nostalgie ou de storytelling mignon. C'est de l'analyse froide, du palmarès, de l'impact réel, du leadership, bref, du concret. Gardez juste en tête que hiérarchiser des joueurs d'époques différentes, c'est forcément subjectif, donc merci de pas trop vous énerver dans la section com. Et depuis le premier épisode, je vous le répète, j'ai tout repris à zéro par rapport au top que j'ai sorti il y a 5 ans. J'ai recontextualisé chaque carrière, j'ai comparé, j'ai tranché. Et ce top 100, c'est pas juste une mise à jour, c'est une prise de position avec de nouveaux critères. Une prise de position que j'assume à 100% forcément. Alors comme d'hab, installez-vous bien, détendez-vous, posez le téléphone, prenez une petite boisson rafraîchissante et j'espère que vous allez savourer cet épisode 6 de mon top 100 NBA All-Time en paix. Aujourd'hui les places 25 à 11 et croyez-moi, il y a du très haut niveau. Mais ouais, avant d'attaquer les choses sérieuses, petit rappel pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo un petit peu par hasard. Si c'est votre premier épisode de la série, je vous conseille vivement de commencer par le tout premier. C'est là que je pose toutes les bases. Comment j'ai construit Stop, quelles sont les règles du jeu et pourquoi certains choix peuvent sembler surprenants au premier abord. C'est un petit peu la notice de montage, le point de départ indispensable si vous voulez tout capter en profondeur. Ceci dit, si vous débarquez directement ici pour les places 25 à 11, pas de panique, je vous remets directement dans le bain avec les places que j'ai attribuées jusque-là. Ce classement, c'est pas une course à la popularité ni un concours de highlight. Ce que je mesure ici, c'est l'impact d'un joueur dans la NBA, ce qu'il a construit dans la ligue, ce qu'il a gagné, ce qu'il a changé, ce qu'il a laissé comme trace. Je parle pas de la FIBA, pas des JO, pas de la NCAA, pas de ce qu'ils ont fait ensuite après leur carrière, vraiment juste de la NBA. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les bagues, les MVP, les sélections All-NBA, les chiffres, surtout en playoff, la longévité, la domination, mais aussi le côté mythique, à quel point ce joueur a marqué les esprits, à quel point son nom résonne encore aujourd'hui. Et pour les mecs qui jouent encore, actuellement, j'ai tout figé là, maintenant, à l'été 2025. Ce qu'ils feront après, on en parlera peut-être plus tard, dans quelques années. Non, pour le moment, je juge uniquement sur ce qu'ils ont déjà accompli, sur ce qui est déjà inscrit dans le marbre de leur carrière NBA. Et comme toujours, je vous remets ici le lexique des pictos que j'utilise pour résumer les récompenses principales de chaque joueur. Vous pouvez faire pause, mater ça tranquille ou y revenir pendant la vidéo si besoin. Là, l'essentiel est calé de toute façon, même pour les nouveaux venus, alors on peut envoyer la suite sans attendre plus. Et on attaque direct avec la 25e place. Je l'attribue à une légende, George Mikan. Beaucoup souvent ne le connaissent que de nom et sous-estiment son impact. Pourtant, Mikan, c'est le premier joueur qui a explosé la NBA. Un joueur qui a fait changer les normes. Dans les années 40 et 50, quand le basket tâtonne encore, lui impose sa patte. À une époque où les pivots sont rares et souvent pâteaux, Mikan est un colosse mobile, capable de scorer dos au panier, de gober des rebonds et de contrer comme un mur. Il gagne 5 titres NBA, glane 6 sélections All-NBA, 3 titres de meilleur scoreur, 1 de meilleur rebondeur et même un trophée de MVP du All-Star Game. En gros, quand il joue, il rafle tout. Et il le fait dans une ligue littéralement en train de se construire sous ses pieds, et dont il est la figure de proue. C'est bien simple, à son prime, les Lakers remportent 5 titres en 6 ans, il mène la ligue au scoring 3 fois, plante plus de 20 points par match quand la moyenne générale est bien plus basse, et fait tellement peur dans la raquette que la NBA change carrément ses règles pour le freiner. C'est à cause de lui qu'on élargit la raquette, c'est à cause de lui qu'on invente le goaltending plutôt à l'université, et c'est pour lui que l'on teste l'horloge des 24 secondes. Mikan, c'est le laboratoire vivant de la NBA moderne, un truc de fou. Alors évidemment, certains diront qu'il ne tiendrait pas une mi-temps aujourd'hui, qu'il ne dunkait pas, qu'il jouait contre des mecs de 1m80, mais ce genre de comparaison n'a aucun sens ici. Ce top, ce n'est pas un classement de puissance athlétique ou de skills techniques, c'est un classement de grandeur, et à son époque, George Mikan était la référence, le joueur qui a professionnalisé le poste de pivot. Le premier visage médiatique de la NBA, et surtout l'homme autour duquel la ligue s'est structurée. Donc ouais, difficile de mesurer objectivement sa domination aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est que sans
lui, on ne parlerait peut-être même pas de NBA. Il est là pour ce qu'il a représenté, pour ce qu'il a bâti, et pour avoir été l'alpha originel d'un sport qui n'était encore qu'un croquis. C'est ça qui me pousse à donner sur un plateau à Mike Khan une place dans le top 25. À la 24e place, on retrouve maintenant un meneur au charisme électrique, un chef de meute redouté, Isiah Thomas. Isiah, c'est le cœur et l'âme des Bad Boys de Détroit, un meneur de poche, vif, provocateur, mais surtout un joueur clutch ultra solide dans les moments chauds. 2 titres NBA à la tête d'une équipe qui a cassé la dynastie des Celtics, repoussé Jordan et mis fin au règne des Lakers de Magic. Pas mal non pour un meneur d'1m85 qui à la base n'était pas destiné à connaître autant le succès. Mais au-delà des chiffres, 12 All-Star Games, un titre de meilleur passeur, 2 bagues, un Finals MVP, c'est l'attitude qu'il définit. Isiah, c'est l'élégance et la rage dans le même corps, un joueur capable de planter 25 points sur une seule jambe lors d'un match 6 de finale. Un gars qui n'a pas eu besoin de super team pour gagner, mais qui l'a fait à l'ancienne, avec du sang, de la sueur et une défense étouffante derrière lui. Quand on parle d'héritage, pour moi, il est peut-être l'un des meneurs les plus sous-estimés de l'histoire. Peut-être à cause de son image clivante ou parce qu'il a toujours été un peu dans l'ombre des Magic, Bird ou Jordan, mais sur le terrain, aucun doute, il a dominé. Ses playoffs sont remplis de gros coups, de séries arrachées contre plus grands que lui et de leadership total. C'est ce leadership absolu dans une équipe mythique comme celle des Bad Boys qui me pousse à lui trouver une place dans le top 25. Dans mon classement, il passe devant des gars avec plus de stats ou de longévité, mais il coche les cases essentielles. Impact historique, rôle central dans des titres, et au final, Isiah Thomas, c'est un des rares meneurs de petite taille à avoir dominé une NBA ultra physique et à l'avoir fait en patron. Place 24 donc pour lui, et c'est largement mérité. À la 23e place maintenant, j'ai choisi un joueur qui incarne parfaitement la notion de grand des grands moments, Dwayne Wade. Flash, c'était pas juste un surnom stylé, c'était une alerte générale pour toutes les défenses NBA à partir de 2006. Ce gars-là a redéfini le poste d'arrière dans les années 2000. Ultra rapide, premier pas létal, défense de fer, jeu sans ballon sous-estimé, et un sens du timing dans le clutch qui fait frissonner encore aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'il n'était que le lieutenant de LeBron dans les années 2010 ne se rappellent clairement pas de son début de carrière. 3 bagues, 8 sélections All-NBA, un titre de meilleur scoreur, une défense de haut niveau avec 3 All-Defensive Team, et surtout un run de finale 2006 totalement légendaire. À 24 ans, il lâche des perfs de mammouth contre Dallas dans une série que Miami avait pourtant mal embarquée, et il finit avec un Finals MVP qui reste aujourd'hui encore l'un des plus dominants de l'histoire, rien que ça. Mais Wade, c'est bien plus qu'un simple run magique, c'est une carrière complète. Fidèle à Miami, même s'il a brièvement porté d'autres maillots, il a été l'élément central de l'une des dynasties modernes avec LeBron et Bosh, et même s'il n'était plus l'option numéro 1, il a accepté son rôle, s'est adapté et a brillé dans les moments décisifs. Puis mine de rien, statistiquement, on n'en parle pas assez, il a fait le taf aussi. Près de 24 000 points, plus de 5 000 passes, des contres et des interceptions à l'appel pour un arrière d'à peine 1m93. Et en play-off, toujours présent. 3 954 points marqués, presque 1000 rebonds, des contres dignes d'un intérieur et surtout un leadership dans les grandes soirées. Il est toujours là, vraiment, quand ça compte réellement. S'il est devant des arrières plus scoreurs ou plus constants, c'est parce que Wade a eu un impact fort, profond, historique, pas juste dans les highlights, mais dans les titres, les finals, les décisions tactiques, et pour moi ça pèse très lourd. Dwayne Wade, 23e all-time, une évidence, et une légende respectée. À la 22e place, je mets maintenant un homme qui a changé la géométrie de la NBA, Dirk Nowitzki. Un type qui a prouvé qu'un géant pouvait shooter comme un arrière et qu'un Européen pouvait être le visage d'une franchise pendant plus de 2 décennies. Dirk, c'est pas juste un shoot à une jambe devenue culte, c'est une révolution silencieuse. Quand il arrive à Dallas en 1998, personne ne croit qu'il va s'imposer. Trop lent, trop soft, trop européen, disait-on. 21 saisons plus tard, il laisse derrière lui plus de 31 000 points, un MVP, 14 All-Stars, une bague, un MVP des finales et une trace indélébile dans l'histoire des Mavericks. Mais ce qui place Dirk si haut dans mon classement, c'est pas seulement ses stats, c'est son chemin. C'est cette fidélité rare, son évolution constante, et surtout, c'est 2011. Cette année-là, il ne bat pas juste LeBron, Wade et Bosh, il traverse littéralement le feu, les Blazers, les Lakers, les jeunes du Thunder, puis le Heat. Il tourne à plus de 26 points par match en play-off avec une efficacité redoutable. Il se relève de chaque coup, plante des tirs impossibles et mène Dallas au premier et unique titre de son histoire. Et vraiment, dans ce classement, c'est cette épopée qui change énormément de choses. Parce qu'avant 2011, Dirk avait cette image du mec brillant mais qui n'arrivait pas à aller au bout. Après 2011, il est devenu une légende, et pas une légende locale, une référence mondiale. Il a ouvert la voie à Jokic, à Giannis, à tous les grands Européens qui ont suivi. Alors ouais, il n'a qu'une seule bague, mais il l'a gagnée en patron, et sans super team, c'est pas rien. Dirk Nowitzki, 22e all-time, un pionnier, un sniper, et un géant dans tous les sens du terme. À la 21e place, j'ai maintenant mis un joueur qui n'a pas seulement fait ses preuves, il a fait trembler les fondations de la NBA. J'ai nommé Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak, un surnom qui aurait pu sonner seulement comme un gadget marketing, mais qui définit parfaitement ce qu'il est. Une anomalie athlétique, un monstre de régularité et une tornade des deux côtés du terrain.
Son palmarès est déjà hallucinant. 2 titres de MVP, un DPOY, un trophée de MVP des finales, un titre NBA, 9 All-NBA, 5 All-Defensive, 9 All-Star, 1 MIP, 1 All-Star MVP. Le tout à peine 30 ans. Et surtout 2021, l'année où il prend la ligue à la gorge. 50 points dans le Game 6 des finales face à Phoenix, un chef-d'œuvre de domination. Il ne gagne pas avec une super team, il gagne avec le cœur, la loyauté et des perfs d'une brutalité rare. Mais évidemment, il ne se classerait pas si haut si son histoire se résumait seulement à ce titre. Giannis, c'est un gamin drafté en 15e position, inconnu du grand public, qui débarque à Milwaukee sans muscles, sans shoot, sans repères, juste avec une envergure, un moteur et une humilité désarmante. Il progresse chaque année, il devient All-Star, puis All-NBA, puis MVP, puis champion. Il passe de projecteur éteint à franchise player planétaire. Giannis, c'est aussi une philosophie. Il ne shoot pas bien, il s'en fout complètement. Il va au cercle encore et encore, il encaisse les fautes, il se relève, il score, et pendant que tu souffles, il revient défendre, en 1 contre 1, en aide, en chase down, il est partout. Depuis 7 saisons, il est dans le top 4 MVP et dans le top 10 DPOY. Chaque année, c'est pas juste de la constance, c'est de l'excellence totale. Alors pourquoi seulement 21 après tout le bien que j'ai dit sur lui? Peut-être parce qu'il manque encore un petit peu de bouteille. Une seule bague, des sorties de route prématurées en playoff, et même si statistiquement il explose tout, on est obligé de pondérer. Mais s'il continue comme ça, ce classement, dans 5 ans, il l'aura déchiré en deux. Giannis, c'est un présent monstrueux et un futur potentiellement all-time. En attendant, il est là, à la porte du top 20, et franchement, c'est déjà dingue. Pour entamer le top 20 de mon classement, maintenant, je fais désormais appel à John Havlicek. 8 titres NBA, 13 sélections All-Star, 11 All-NBA Team, 8 All-Defensive Team et même un trophée de MVP des finales en 1974. Voilà le CV de John Havlicek, alias Hondo, le joueur le plus sous-coté de toute l'histoire des Celtics et peut-être même de la NBA tout entière. Havlicek, c'est 16 saisons à Boston, toujours en vert, toujours à fond. Il débute en 1962 comme 6e homme dans une équipe en pleine dynastie et il va finir capitaine et leader d'un nouveau cycle champion. Il est la passerelle entre 2 ères mythiques, celle de Bill Russell et celle qui prépare le terrain à Larry Bird. Dès ses premières saisons, il est une pile électrique. Son coach Red Auerbach disait de lui qu'il était le cœur de l'équipe et ça n'a jamais changé. Il était infatigable, increvable. On estime qu'il courait entre 3 et 5 km par match sans jamais ralentir. Vous imaginez la dinguerie? Il est évidemment célèbre pour l'interception de 1965 contre les Sixers, le fameux Havlicek Stole the Ball, le moment le plus mythique de la radio NBA. Mais ce n'est qu'un aperçu de son immense carrière. Il marque 26 395 points au total, meilleur scoreur all-time des Celtics, et ne rate quasiment aucun match. En 1974, à 34 ans, il est MVP des finales. En 1976, à 36 ans, il plante un shoot hyper clutch, toujours en finale, en double prolongation face aux Suns. En 1978, à 38 ans, il met encore 29 points pour son dernier match au Garden. L'endurance, l'engagement, l'exemplarité, c'était tout lui ça. Alors pourquoi 20e et pas plus haut? Parce que malgré tous ses accomplissements, Havlicek n'a jamais été MVP, jamais top 3 dans les votes même. Il était clutch, ultra durable, hyper complet, mais jamais aussi dominant individuellement que certains autres. Il brillait par la régularité, pas par les coups d'éclat statistiques. Pourtant, sans lui, les Celtics ne sont pas la même équipe. C'est pour ça qu'il est là, à la 20e place, bien au-dessus des débats, dans l'histoire, gravé à l'encre verte. Pour la place 19, et je rappelle qu'on juge le joueur et pas l'homme, sinon ce serait vraiment pas pareil, j'appelle désormais Karl Malone. Le Mailman, un surnom bien trouvé pour un joueur qui pendant près de 2 décennies a livré la marchandise avec une régularité à faire pâlir un horloger suisse. 2 trophées de MVP, 14 sélections All-Star, 14 All-NBA, 4 fois All-Defensive, et surtout 36 928 points en carrière, soit le 2e total de l'histoire au moment de sa retraite. On parle d'un mec qui a tourné à plus de 25 points par match pendant 17 saisons, et qui a été titulaire tous les ans de sa carrière, sauf lors de son année rookie. C'est dire le niveau de constance. Mais Malone, c'est plus qu'un simple total de points, un palmarès ou un tableau de chasse. C'est une force de la nature, une masse musculaire sculptée à la serpe, un physique de linebacker et une éthique de travail aussi implacable que son midrange. Il arrivait chaque soir pour te rouler dessus, dos au panier ou face au cercle, il dominait. Et dans son pick and roll avec John Stockton, il formait probablement le duo le plus létal et le plus discipliné que la NBA ait jamais vu. À force de répétition, c'en était presque robotique, mais diablement efficace. Avec son compère, sous le maillot du Utah Jazz, il a incarné l'excellence, mais sans avoir jamais l'aboutissement ultime. 2 finales NBA en 97 et 98, 2 fois perdues contre un joueur dont on parlera sûrement plus tard, Michael Jordan, et pas de bol. En 1997, il rate les 2 lancers décisifs dans le Game 1, et en 1998, c'est lui qui se fait intercepter le ballon par MJ sur l'action juste avant The Last Shot. La légende, elle se construit sur ces détails. Et pour Malone, ces détails font toute la différence entre un potentiel top 10 et cette 19e place de mon classement.
Il a tenté une dernière mission en 2004, rejoignant les Lakers version Super Team avec Kobe, Shaq et Peyton. À 40 ans, blessé, limité, il arrive quand même jusqu'en finale, mais n'ira pas chercher sa bague. C'est cruel, mais c'est l'histoire. Et dans une ligue où les titres définissent souvent l'héritage, c'est ce manque de couronne qui l'empêche d'aller plus haut. Alors pourquoi 19ème? Parce que malgré tout, Karl Malone reste l'un des joueurs de saison régulière les plus dominants de tous les temps. Et même en play-off, mine de rien. Il est allé quand même 2 fois en finale, on l'a dit. Une longévité irréprochable, une efficacité indiscutable, une domination offensive rare, mais aussi un CV qui souffre de printemps manqué. Pas de bague, pas de Finals MVP, pas de moment signature non plus en post-season réellement. Et même ces 2 trophées de MVP, notamment celui de 1997 où il finit devant Jordan, sont encore sujets à débat. Mais en termes de grandeur individuelle, d'impact sur son époque, de constance et de production, difficile de le mettre plus bas. Il incarne une forme de perfection incomplète et c'est précisément ce qui rend Karl Malone aussi fascinant à classer. En 18 maintenant, je vais aller chercher une légende de la ABA et des Sixers, Julius Erving. Dr. J, ouais, c'est d'abord un palmarès XXL qui force le respect, même quand on ne l'a pas vu jouer. 16 saisons pro, 4 titres de MVP de saison régulière, ABA et NBA cumulés. Un titre de champion NBA, 2 en ABA, 16 sélections All-Star, 12 fois All-NBA ou All-ABA, et une trace dans la mémoire collective bien plus forte que celle de certains au palmarès similaires. Parce que le Doc c'était plus qu'un joueur, c'était un phénomène. Avant Jordan, avant Kobe, avant même Dominique Wilkins, c'était lui la référence du jeu aérien. Le Doc a littéralement redéfini l'élégance dans le sport. Son style, ses envolées, ses dunks venus d'un autre monde ont transformé l'image du basket dans les années 70. Quand la NBA galérait à remplir ses salles, Erving, lui, faisait se lever les foules avec son afro iconique, ses bras tentaculaires et ses arabesques dans les airs. Même les pubs ont commencé à parler de lui. Il avait ce truc, ce magnétisme, cette aura. Le Doc faisait vendre du rêve. Mais attention, on n'est pas là juste pour le style. Et évidemment, Julius, c'est aussi des chiffres. Plus de 30 000 points en carrière en combinant ABA et NBA, des campagnes de playoff marquantes et ce run de 1983 avec les Sixers aux côtés de Moses Malone pour décrocher enfin le titre NBA qui lui manquait après être passé si souvent tout près. À l'époque, Philly était abonné aux finales perdues, jusqu'à ce sweep implacable face aux Lakers de Magic. C'est la récompense d'une carrière d'excellence et de constance. Alors pourquoi seulement 18ème? Eh bien justement parce que sa carrière est double et ça le dessert un petit peu. Une moitié en ABA où il était intouchable, probablement le GOAT de cette ligue, mais la ABA, aussi stylée soit-elle, c'est une ligue à pondérer, opposition plus faible, format plus instable, et une autre moitié en NBA où il a été très fort mais sans jamais dominer la ligue comme un Jordan, un LeBron ou un Bird. 4 titres de MVP, oui, mais un seul en NBA, et pas de Finals MVP sur son titre en 83, puisqu'il revient à Moses. À ce moment-là, le Doc était encore essentiel, mais ce n'était plus lui le centre du projet. Malgré tout, on parle d'un joueur qui a changé l'histoire, et ça pèse, parce que sans Erving, il n'y a pas de Jordan, et sans Jordan, on sait tous que le basket n'est pas ce qu'il est devenu. C'est pour ça que je le place ici, dans le top 20, entre les icônes dominantes et les artistes incontournables. Il est peut-être un peu entre les deux, mais sa place est solide, j'aurai toujours un respect éternel pour le Doc. Et la place 17 maintenant, justement, elle revient à Moses Malone, le chairman of the boards. 3 fois MVP, champion NBA en 1983, MVP des finales cette année-là, 8 fois All-NBA et surtout une légende de la raquette. Moses, c'est 19 saisons NBA, 21 en tout, plus de 29 000 points marqués toutes ligues cumulées, près de 17 000 rebonds gobés dont une partie s'arrachait sur ses propres tirs. Il a été 13 fois All-Star, 8 fois meilleur rebondeur de la ligue et même si on l'oublie trop souvent, il a dominé son époque sans avoir eu besoin de jouer au lycée ou à la fac comme les autres. Il est arrivé pro à 19 ans, directement depuis le Texas via la ABA et après il n'a plus jamais levé le pied. Parce que ouais, Moses Malone c'était l'archétype du bourreau de travail, une machine. Ce mec-là, c'était pas du marketing, pas de highlights spectaculaires à la télé, c'était de l'huile de coude, de la sueur et des écrans bien posés. Sa carrière commence en 1974 en ABA chez les Utah Stars, puis il traverse les fusions et les échanges jusqu'à vraiment exploser chez les Rockets à la fin des années 70. En 1979, il claque 25 points et 18 rebonds de moyenne, et les 76ers flairent le bon coup. Philly le récupère en 1982, et oui, c'est là que la légende bascule. 1983, Moses annonce avant les playoffs faux. Traduction 4-0, 4-0, 4-0. Sweep, sweep, sweep. Les Sixers n'iront pas jusque-là avec ce score parfait. Ils feront 4-0, 4-1, 4-0. Mais le message est clair, Moses Malone a écrasé la concurrence. Son association avec Julius Erving, Mo Cheeks et Andrew Toney faisait des dégâts. Mais c'est lui, Moses, le cœur de cette équipe. En finale, il étouffe Karim Abdul-Jabbar et les Lakers. 25 points, 18 rebonds de moyenne sur la série. Il est MVP des finales, MVP de la saison, MVP dans la tête de tous ceux qui ont dû le boxer sous le cercle cette année-là. Mais ne retenir que cette saison dans la carrière de Moses, ce serait lui manquer énormément de respect. De 79 à 85, il tourne à 25 points et 14 rebonds de moyenne. Il rafle 3 trophées de MVP dans cette période. Il enchaîne les saisons à plus de 15 rebonds. Il domine le rebond offensif comme personne dans l'histoire. Il était littéralement capable de rater un tir pour aller chercher son propre rebond et le remettre dans le panier. Il n'a jamais été le plus flashy ni le plus médiatisé, mais il a été l'un des plus impactants. Alors pourquoi 17ème? Parce que vous l'avez compris, en NBA, il a tout fait.
Parce qu'il a été un MVP qui régnait, qui a su remporter 2 de ses 3 trophées 2 années de suite avec 2 teams différentes. Parce qu'il a gagné un titre en étant le joueur numéro 1. Parce que son palmarès individuel à son poste n'a rien à envier à grand monde. Et parce que son impact réel sur les planchers a été immense. S'il ne monte pas plus haut, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu la longévité ultra dominante de certains au top. Pourtant, il a duré. Après 1985, ses stats baissent, les blessures s'en mêlent et il devient plus discret. Il se transforme peu à peu en vétéran, en mentor, notamment de Charles Barkley sur la fin de son passage à Philadelphie. Mais même là, il reste une force. Il joue jusqu'en 1995 avec 21 saisons au total au compteur sur l'ensemble des 2 ligues. Moses Malone, c'était pas du blabla, c'était du terrain, du dur, de la constance et du respect. Pas le plus bankable, mais un des plus grands, sans aucun doute. Pour la place 16 maintenant, voici à nouveau un joueur qui est toujours actif, Kevin Durant. 2 titres de champion, 2 trophées de Finals MVP, un trophée de MVP de saison régulière, 4 titres de meilleur scoreur, 11 sélections All-NBA, 15 All-Star Games, et à l'été 2025, déjà plus de 30 000 points inscrits en carrière. Voilà ce que pèse Kevin Durant aujourd'hui dans l'histoire de la Grande Ligue. Parce que KD, c'est un petit peu l'arme ultime du basket moderne, 2,10 m de grâce, de fluidité, d'efficacité. Un mec qui peut jouer ailier fort, parfois même pivot, et qui reste injouable dans tous les cas. Un handle de garde, une mécanique de tir parfaite, un shoot qui passe au-dessus de toutes les mains, et surtout une régularité hallucinante. Il tourne en carrière à près de 28 points par match sans jamais forcer, sans jamais baisser de niveau. Offensivement, il fait partie des joueurs les plus inarrêtables que la NBA n'ait jamais connus. Mais au-delà du talent pur, c'est aussi une carrière marquée par des critiques, des blessures, mais aussi une résilience impressionnante. Drafté par Seattle, star à OKC aux côtés de Westbrook et Harden, MVP en 2014, il aurait pu tout gagner là-bas, mais il n'a pas réussi à franchir ce dernier palier en grande partie à cause des Warriors, et c'est justement chez eux qu'il est allé chercher ses 2 bagues, dans une équipe quasiment invincible. Alors ouais, forcément, son choix de rejoindre Golden State en 2016 a fait couler énormément d'encre. Mais une fois sur place, il a répondu sur le terrain. 2 titres, 2 trophées de Finals MVP et un statut de meilleur joueur de la meilleure équipe. À chaque fois, il a été le facteur décisif face à LeBron James. Pas Steph, pas Clay, pas Draymond. C'était KD à ce moment-là. Désolé pour les fans du chef. Après ça, il aurait pu rester confortablement dans la baie, mais non, il a décidé de partir à Brooklyn pour tenter de construire autre chose. On connaît la suite, entre blessures, Covid, Kyrie, Harden, puis les échanges, ça ne s'est jamais concrétisé, et pourtant à chaque fois qu'il jouait, il était au niveau. Même en 2021, il passe à un orteil d'éliminer les futurs champions Bucks presque à lui tout seul. Puis vient l'épisode Suns, pas concluant, mais où il a continué de produire à un très haut niveau individuel à plus de 35 ans. Voyons ce que va donner sa prochaine étape à Houston désormais, et voir s'il poursuit à ce niveau-là. Alors pourquoi le mettre 16ème? Parce que malgré toutes les polémiques, malgré les critiques sur ses décisions, KD a empilé les accomplissements. MVP, Finals MVP, titre, record de scoring, playoff monstrueux, longévité, et surtout un impact énorme sur l'évolution du jeu. Il a redéfini ce qu'un ailier grand et technique pouvait faire dans la Grande Ligue. Pourquoi pas plus haut? Parce qu'il lui manque une sorte de leadership durable ou une épopée vraiment à lui. Un titre conquis sans super team, sans Steph Curry à ses côtés. Il n'a pas encore eu ce run iconique qui mettrait tout le monde d'accord. Mais à l'inverse, impossible de le mettre plus bas. C'est l'un des attaquants les plus talentueux de tous les temps. Un joueur d'élite, de ceux qui rendent la NBA moderne si spéciale. Kevin Durant, c'est l'un des rares gars de l'histoire qui peut vous planter 40 points en marchant et vous laisser sans réponse. En 15 maintenant, j'ai décidé de revenir dans le passé en faisant appel à Oscar Robertson. Le Big O, c'est le genre de joueur dont le simple nom suffit à convoquer toute une époque. Une époque où la NBA cherchait encore ses repères, et où lui, déjà, redéfinissait ce que pouvait être un meneur de jeu. Un physique de running back, une vision de jeu hors du commun, un contrôle du tempo clinique, bref, une domination totale. Et évidemment, sinon il ne serait pas là, il a également un palmarès très costaud. MVP en 1964, 11 fois All-NBA, 12 fois All-Star, champion NBA en 1971 aux côtés de Karim à Milwaukee, et évidemment cette fameuse saison en triple-double de moyenne en 62, bien avant que ce soit à la mode et que d'autres comme Westbrook ou Jokic ne rééditent cet exploit. Oscar, c'est ce qu'on appelle un pionnier, et c'est peu de le dire. Dès son arrivée dans la Grande Ligue en 1960, il a dynamité les codes. Rookie of the Year direct, avec plus de 30 points et 10 passes de moyenne. Sur ses 5 premières saisons, il tourne quasiment à 30-10-10, à une époque où les passes décisives étaient comptées de façon bien plus stricte qu'aujourd'hui. Sur sa seule saison 1961-1962, il finit sa campagne avec plus de 30 points, 12 rebonds et 11 passes par match. C'est simple, personne ne comprenait comment un garde pouvait faire ça, même les intérieurs n'avaient pas ces stats. Et puis le bigot, c'est tout simplement une machine de régularité également. Solide comme un roc, toujours juste, jamais dans le surjeu, il a tenu cette cadence folle pendant toute sa décennie à Cincinnati, une franchise pourtant incapable de l'entourer correctement. Des saisons à 40 victoires max, des défaites frustrantes en play-off, mais lui, il répondait toujours présent. Il a même été finaliste du MVP quasiment chaque année entre 1961 et 1968. Il était trop fort, mais trop seul. C'est seulement en 1971, juste après avoir rejoint les Bucks, qu'il va enfin connaître la consécration collective.
Là-bas, il devient le bras droit idéal d'un jeune Karim Abdul-Jabbar. Le duo roule sur la ligue et décroche le titre avec une domination totale sur les playoffs. Oscar n'est plus dans ses stades de jeunesse, mais il reste une boussole, un cerveau. Il joue juste, il temporise, il distribue, il met les bons paniers au bon moment. Un vrai patron. Alors pourquoi seulement 15e? Parce que même si son apport est énorme, sa carrière a connu une vraie cassure entre ses années de stade de folie à Cincinnati et ses années plus calmes à Milwaukee. Un seul titre et aucun MVP des finales. Bien sûr parce qu'en 71 ça n'existait pas encore, c'est arrivé l'année d'après, mais surtout parce que cette année-là, s'il y avait eu un trophée de MVP des finales, je pense qu'il aurait plutôt été donné à Karim. Et à côté de ça, malgré sa domination individuelle, il n'a jamais vraiment porté seul une équipe jusqu'au final, pas comme d'autres monstres classés au-dessus. Mais attention, il mérite totalement cette 15e place, parce qu'avant Magic, avant Westbrook, avant Jokic même, il y avait Oscar, un pionnier, un boss, un monument. Pour la place 14 de mon top 100 all-time, je fais maintenant appel à Jerry West, un joueur qui a évolué exactement à la même époque que Big O. Jerry West, c'est un peu comme une silhouette mythique qu'on croise à tous les coins de l'histoire de la NBA. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le logo. Le mec a littéralement servi de modèle au symbole de la ligue, même si ça reste un secret de polichinelle. Et pourtant, malgré son aura quasi mystique, Jerry West reste l'un des joueurs les plus sous-estimés par le grand public. Peut-être parce que son CV, aussi immense soit-il, est marqué par une certaine tragédie. Une vie compliquée, une seule bague NBA, mais quelle trajectoire! Né en Virginie occidentale, West a grandi avec le basket comme échappatoire, et très vite il a fait comprendre que ce n'était pas un joueur comme les autres. En NBA, il passe toute sa carrière chez les Lakers, 14 saisons, 14 fois All-Star, 12 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive et un MVP des finales. Le seul mec à avoir été élu MVP des finales en les perdant. 1969, Lakers Celtics, défaite en 7, mais West tourne à près de 38 points de moyenne, juste irréel. C'est simple, hein, quand il jouait à l'époque, on disait qu'il était complètement inarrêtable. Un tir létal, un mental d'acier et une rage de vaincre qui frôlaient l'obsession maladive. Jerry West, c'était le genre de joueur à se réveiller en sueur parce qu'il avait loupé un tir la veille. Il détestait perdre, et ça s'est vu. 9 finales NBA disputées pour un seul titre, c'est cruel. Mais en même temps, c'est ça qui rend sa carrière aussi marquante, car même dans la défaite, il brillait. Il est aussi le joueur qui a accompagné la transition des Lakers vers une nouvelle ère. Avec Elgin Baylor d'abord, puis avec Wilt Chamberlain. C'est avec ce dernier qu'il décroche enfin son Graal en 1972, après des années de frustration. Cette année-là, les Lakers gagnent 69 matchs en saison, un record à l'époque, avec une série de 33 victoires consécutives qui tient toujours aujourd'hui, et West est au centre du projet. Mais réduire Jerry West à ce simple palmarès, je pense que ce serait manquer l'essentiel. Ce mec-là, c'était un cerveau du jeu, il a compris le basket avant tout le monde, et il l'a prouvé après sa carrière en devenant l'un des meilleurs dirigeants de l'histoire, bâtisseur de l'ère Showtime, puis conseiller à succès chez les Warriors et les Clippers. Mais comme je vous l'ai dit, ici on juge que la carrière du joueur, et même en ne parlant que de ce qu'il a fait sur le parquet, Jerry West mérite amplement cette 14e place. Pourquoi pas plus haut? Parce qu'à un moment il faut aussi récompenser les titres, les vrais, ceux qui ont été remportés. Et une bague sur 9 finales, aussi cruelle que ce soit, ça pèse, mais pourquoi pas plus bas? Parce que dans l'histoire de la NBA, très peu de joueurs ont autant influencé leur époque balle en main, et qu'aucun autre n'a su autant briller même dans la douleur. Jerry West, c'est l'élégance, la précision, le clutch, une légende, une vraie, même dans la mélancolie. À la 13e place maintenant, et je sens que ça va faire réagir dans les commentaires, voici maintenant Nikola Jokic. Pour moi, le Joker n'a clairement pas besoin d'attendre la fin de sa carrière pour qu'on lui déroule le tapis rouge. Le respect qu'il a imposé en à peine une décennie vaut déjà bien celui de tout plein d'autres légendes de la Grande Ligue. Le palmarès est déjà monstrueux, 2 MVP consécutifs en 2021 et 2022, un 3e en 2024, un titre de champion en 2023 avec un trophée de MVP des finales en bonus, 7 sélections All-Star, 7 sélections All-NBA, mais ce ne sont que des lignes. Ce qui impressionne chez Jokic, c'est l'impact, le jeu qui tourne autour de lui. L'impression qu'il domine le tempo de chaque match comme un chef d'orchestre bien trop fort pour son époque. Et ouais, depuis ses débuts en 2015, Nikola Jokic a clairement redéfini le poste de pivot. On avait déjà vu des big men passer la balle, mais jamais avec un tel génie. Des passes dans le dos, en transition, à une main, dos au panier, au buzzer, tout y passe. Et en plus de ça, le mec te plante 28 points de moyenne avec une adresse chirurgicale et plus de 13 rebonds. On parle d'un pivot qui tourne en triple-double de moyenne sur une saison entière. Qui fait ça à son poste? Personne. Et s'il y avait des derniers sceptiques, ils se sont complètement tus après son titre NBA en 2023. Cette année-là, il domine littéralement les playoffs, sort Kevin Durant et Devin Booker au 2e tour, sweep les Lakers en finale de conf avec un LeBron toujours là, et plie le hit de Butler en finale avec un calme clinique. 30 points, 13 rebonds, 9 passes sur l'ensemble de la campagne, et pas une once de surjeu, du pur basket. Et ce qui est fou, c'est que Jokic n'est même pas obsédé par le jeu, lui il préfère les chevaux. Il sort d'un Game 7 avec 40-20-12 et sa première question en conférence de presse c'est « Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ?» Un ovni, mais un ovni qui fait tout mieux que tout le monde.
Alors pourquoi 13ème et pas plus haut? Parce que malgré tout, il lui manque encore un petit peu de volume. La carrière est déjà ultra dense, mais plus courte que celle de certains monstres qu'il devance. Mais à ce rythme-là, s'il continue 3 ou 4 saisons à ce niveau, on va vite devoir refaire ce classement, et je peux vous dire que les 12 qui sont devant doivent déjà commencer à se faire du souci. À la place 12 désormais, il est maintenant temps de parler d'Hakeem Olajuwon. Parce que ce qu'a fait The Dream pendant 2 décennies dans la peinture NBA, ça tient autant de la danse que du carnage. Hakeem, c'est sûrement le pivot le plus fluide, le plus élégant et le plus technique que la ligue ait jamais connu. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'un des tueurs les plus redoutables des années 90. Niveau palmarès, on est sur du solide. 2 titres NBA, 2 titres de MVP des finales, un trophée de MVP de saison régulière, 2 fois meilleur défenseur de l'année, 12 sélections All-Star, 12 All-NBA, 9 All-Defensive, leader All-Time au contre et MVP des finales en ayant détruit coup sur coup David Robinson, Karl Malone, Charles Barkley et Shaquille O'Neal. Juste ça. Né au Nigeria, formé à l'université de Houston, Hakeem est arrivé dans la ligue en 1984, choisi même avant Michael Jordan lors de la draft. Et dès le départ, il a formé avec Ralph Sampson une raquette cauchemardesque pour les défenses adverses. Les Rockets sont même allés en finale en 1986. Hakeem n'a que 23 ans et marche déjà sur Kevin McHale et Robert Parrish malgré la défaite des siens. Mais c'est surtout la décennie suivante qui l'a définitivement fait rentrer dans la légende. Quand Jordan part jouer au baseball, Olajuwon voit une fenêtre et il l'explose. Il enchaîne 2 saisons historiques en 94 et 95. MVP, Depoy, champion, Finals MVP. En 94, il rafle tout. Et l'année d'après, avec Drexler à ses côtés, il fait un run de playoff qui reste pour moi l'un des plus difficiles de tous les temps. Il humilie successivement les Spurs, les Suns et le Magic avec des nouveaux postes qui devraient être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Dream Shake, c'était pas juste un enchaînement de gestes et de feintes au poste, c'était de la pure poésie. Et puis surtout, Hakeem, c'est un joueur complet capable de pondre un quadruple-double. Défensivement, c'est peut-être le meilleur pivot de l'histoire, mobile, rapide, toujours bien placé, et capable de faire des interceptions comme un meneur. Il finit d'ailleurs sa carrière dans le top 10 all-time en style, ce qui est fou pour un big man. Et en attaque, c'est une masterclass technique. Fade away, hook, up and under, footwork millimétré, lecture parfaite, rien ne lui résistait au poste. Alors pourquoi pas plus haut au vu de tous ses skills, au vu de tout ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a que 2 titres, qu'il n'a pas dominé autant que certains, et que malgré son excellence, il est parfois passé un peu sous les radars dans une époque ultra dense. Mais une chose est sûre, si je devais bâtir une équipe autour d'un pivot capable de tout faire, d'éteindre n'importe quel big et de mettre 35 pions au calme, Hakeem serait très très haut dans la liste. La 12e place lui va bien, juste derrière les Titans, mais dans leur souffle direct. Hakeem Olajuwon, c'est le rêve, devenu réalité. Enfin, 11e de mon top 100 NBA All-Time version 2025, la dernière place qui sera attribuée dans cette vidéo, voici Wilt Chamberlain. Avant même de rentrer dans les détails, posons les bases. 4 trophées de MVP, un Finals MVP, 10 sélections All-NBA, 13 All-Star Games, 2 bagues de champion et une montagne de records statistiques qui défie toujours l'imagination. Wilt Chamberlain, c'est un monument, un colosse, une statue. Et comme tous les monuments, il suscite l'admiration, mais aussi le débat. Déjà, faut s'imaginer ce que c'était, un pivot de 2,16 m pour 125 kg avec l'agilité d'un ailier et la puissance d'un bulldozer. Au début des années 60, personne n'était prêt pour ça. C'était un extraterrestre dans un monde encore en noir et blanc. Et dès sa saison rookie, il a posé ses règles. Plus de 37 points et 27 rebonds de moyenne. Premier joueur à rafler MVP et rookie de l'année la même saison. Et derrière, il a enchaîné des campagnes totalement irréelles. La fameuse saison à 50 points de moyenne, son match à 100 points, celle où il finit meilleur passeur de la ligue, les saisons à 48 minutes de moyenne sur toute l'année. Même sur un jeu vidéo dans le mode le plus facile, t'arrives pas à faire les mêmes stats. Mais Wilt, c'est pas que des chiffres, même si c'est vrai que ça représente l'essentiel de sa carrière. C'est aussi une rivalité légendaire avec Bill Russell, un duel de style, d'école, d'attitude. Wilt était le colosse dominant, Russell le stratège du collectif, et trop souvent, c'est Russell qui s'en est sorti vainqueur. Parce que c'est aussi ça le paradoxe. Chamberlain, une domination individuelle inégalée, mais un palmarès collectif plus maigre qu'on ne l'aurait imaginé. Après, tranquille, ça reste pas un loser, il a tout de même fini, ouf, par remporter 2 bagues. Une première en 67 avec les Sixers où il bat enfin les Celtics en playoff, un exploit en soi, puis une autre en 72 avec les Lakers aux côtés de Jerry West et Gail Goodrich. À chaque fois, il joue un rôle central, mais jamais il n'est le héros ultime du Money Time. Même lors de son titre avec LA, c'est la défense et la constance qu'on met en avant, pas un game winner ou une série de tirs clutch. Et c'est un petit peu ça pour moi sa plus grosse faille qui l'empêche juste à la limite de rentrer dans mon top 10. Son manque d'impact en fin de match, son côté un peu passif dans les moments chauds et le fait qu'il n'ait jamais réussi à transcender son équipe quand ça comptait vraiment comme l'ont fait d'autres légendes classées plus haut. Statistiquement, c'est probablement le joueur le plus impressionnant de tous les temps, mais la grandeur dans ce classement ne se mesure pas qu'en chiffres. Elle se mesure aussi en influence, en légende collective, en clutch, en leadership.
Wilt c'est un mythe, c'est vrai, et le fait qu'il soit seulement 11ème n'est pas un manque de respect, c'est au contraire le reflet d'une carrière hors norme, mais aussi un héritage qui, à mon sens, reste légèrement en deçà de ceux qui composent le top 10. Parce qu'au sommet, on ne juge plus juste la force brute, on parle de symbole, et même si Wilt est immense, il manque ce petit supplément d'âme, je trouve. D'ailleurs, ça vous choque vous, Wilt en 11, et les 14 autres places que j'ai données aujourd'hui, vous en pensez quoi? Dites-moi tout ça en commentaire, tout en essayant de rester courtois et ouvert s'il vous plaît. Gardez en tête toujours que ce genre de classement est subjectif. Tous ceux qui se montreront insultants ou qui ne feront pas preuve de respect seront directement strike. J'ai déjà dû mitrailler quelques fois depuis le début de cette série. Et je vous le dis tout de suite, hein, si vous espérez une réponse de ma part ou rester dans les débats, c'est pas du tout comme ça que ça va arriver. Mais bref, ça saoule d'en arriver là, surtout que ce n'est qu'une minorité, alors maintenant je vous fais confiance pour faire preuve d'un peu de maturité, et moi, finalement, j'ai quand même hâte de vous lire. N'hésitez pas à débattre entre vous, à répondre à vos propres commentaires, parce qu'à chaque fois, ça me fait halluciner. D'un commentaire à l'autre, je le vois, les désaccords sont très nombreux et c'est toujours super enrichissant quand je vous vois vous répondre, de lire vos arguments à chacun. Donc lâchez-vous maintenant, c'est à votre tour. S'il y a une série qui est bien sujette à débat, dans le respect encore je le répète, c'est bien celle-ci.